Why in God's green earth do you guys climb mountains? Because we're insane. Can't be any other reason. C'est par ces mots que Warren Harding, un des pionniers de l'escalade, résumait l'état d'esprit de ceux qui s'attaquent à des parois comme El Capitan. Et quand on regarde cette falaise de plus près, on peut comprendre pourquoi. El Capitan, c'est 900 mètres de granit vertical, une vraie muraille imposante qui domine la vallée du Yosemite. Un monstre qui attire les meilleurs grimpeurs du monde, mais aussi ceux qui rêvent d'accomplir un exploit. Et au cœur de cette paroi, une ligne se détache des autres, The Nose, la grande voie d'escalade la plus mythique du monde. Un itinéraire qui a marqué l'histoire de l'escalade, des pionniers des années 50 aux grimpeurs d'aujourd'hui qui repoussent sans cesse les limites du possible. Mais The Nose, ce n'est pas juste une affaire de performance extrême, c'est une légende qui continue à faire rêver les générations de grimpeurs, du pro au passionné prêt à tout pour se frotter à l'histoire. Dans cette vidéo, je vais vous faire plonger dans l'histoire de The Nose pour vous faire revivre les moments les plus marquants et pour essayer de vous faire comprendre pourquoi cette voie elle fascine autant. Si t'aimes ce genre de vidéo où je retrace des histoires mythiques en escalade, alors n'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce que t'en penses et à t'abonner pour te donner vraiment un max de force et un max de grip pour taper sur mon clavier pour les prochaines vidéos. Alors accroche-toi bien, on part à l'assaut d'El Capitan par The Nose. Pour vous introduire à El Capitan et The Nose, il faut que je vous parle du parc national de Yosemite. Le parc national de Yosemite, c'est un parc américain situé dans les montagnes de Sierra Nevada, dans l'est de l'État de Californie. Yosemite a une superficie totale de plus de 3000 m², dont 94% sont classés aires sauvages. Aujourd'hui, plus de 3,5 millions de touristes le fréquentent chaque année, ce qui en fait l'un des sites naturels les plus visités du pays. Ces chutes d'eau et ces dômes granitiques spectaculaires attirent chaque année des milliers de randonneurs et de grimpeurs venant du monde entier. Yosemite est mondialement connu pour son immense granit poli par les glaciers à travers le temps, mais aussi parce que Yosemite c'est la Mecque des grimpeurs. Depuis près de 2 siècles, de l'époque de l'escalade des sommets de la Sierra Nevada à l'escalade libre d'El Capitan, les falaises du parc national de Yosemite ont établi de nouvelles normes en matière d'escalade. Yosemite a toujours été un haut lieu où l'homme et la montagne se rencontrent. Tout commence en 1864. Le président des États-Unis, Abraham Lincoln, prend une décision historique. Il fait de cette vallée glaciaire un territoire confié à l'État de Californie. Quelques décennies plus tard, en 1890, le parc national de Yosemite est officiellement créé. Avec ses falaises monumentales et sa nature brute, il devient un symbole du mouvement Wilderness, une idée qui inspire aujourd'hui encore la protection des grands espaces à travers le monde. La vallée du Yosemite, c'est une gigantesque entaille dans un socle de granit, sculptée par les glaciers il y a des millions d'années. Profonde de près de 1000 mètres, elle est bordée par des sommets mythiques culminant à plus de 2400 mètres. Et parmi ces géants de pierre, il y en a un qui attire tous les regards. El Capitan, un monolithe de granit de 2308 mètres d'altitude, dont la face sud, verticale sur près de 900 mètres, est un défi absolu pour les grimpeurs. C'est sur cette immense paroi que se trouvent certaines des voies les plus légendaires du monde de l'escalade. Plus loin, un autre sommet emblématique se dresse au-dessus de la vallée, le Half Dome. Son profil unique et sa face nord qui plonge directement dans le vide en font un symbole du Yosemite. Si le parc de Yosemite c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vraiment le documentaire Valley Uprising qui retrace toute son histoire. Et sinon, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voudriez voir en vidéo sur cette chaîne. Autrefois considéré comme impossible à escalader, El Capitan est aujourd'hui la référence en matière d'escalade sur grande voie. El Capitan a deux faces principales, la sud-ouest et la sud-est. Et entre les deux faces se dresse une proue massive. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreuses voies établies sur les deux faces, la voie la plus populaire et la plus célèbre historiquement, c'est The Nose qui suit l'énorme proue. Avec ses 900 mètres, cette voie offre 31 longueurs d'escalade superbes au milieu de la paroi. Souvent qualifiée de meilleure escalade au monde, il est évident que cette voie est l'une des plus recherchées de la vallée et du monde. Et son histoire commence il y a bien longtemps avec l'excentrique Batso ou Warren Harding. Warren J. Harding est une légende parmi les aficionados de l'escalade depuis ses années d'assaut acharnés sur les remparts imposants de la vallée du Yosemite. Il a commencé l'escalade au début des années 1950 alors que l'intérêt populaire pour cette activité n'en était qu'à ses balbutiements. À ce moment-là, dans sa trentaine, il vivait toujours chez sa mère, buvant beaucoup et soignant ses gueules de bois avec la montée d'adrénaline de l'escalade. Quand vous imaginez Warren Harding, il faut imaginer un ouvrier du bâtiment à chapeau dur et un penchant pour beaucoup de femmes et les voitures de sport. Un vrai cliché de l'époque.
Warren Harding cochait une liste d'escalades difficiles et un sens raffiné de la montagne de l'absurde. Il décrivait les ascensions qu'il faisait comme une grande farce vraiment ridicule. C'est comme ça qu'il a fondé la Lower Sierra Eating, Drinking and Farcing Society, consacrée à la gloutonnerie et à la paresse. C'était la réaction contre les idéaux élevés de l'escalade à cette époque. En 1954, après avoir manqué l'occasion de réaliser la première ascension du Half Dome, Warren Harding savait qu'il n'y avait qu'un seul autre exploit qui pouvait le surpasser, la première ascension d'El Capitan. À ce moment, El Capitan était impossible. El Capitan, c'était le royaume de l'absurde, c'était trop futuriste, mais pas pour Warren. Il a passé une journée entière à étudier la paroi à la recherche d'un itinéraire continu vers le sommet. Le 4 juillet 1957, donc 6 jours après la première ascension du Half Dome, Warren Harding, accompagné de Mark Powell et Bill Dodd Ferret, entament leur périple historique. Donc en gros, pour résumer, le mec il est juste parti gravir El Capitan parce qu'il avait le seum pour le Half Dome. Et à ce moment, il a choisi un itinéraire par la proue centrale du mur connu sous le nom de The Nose. Et comme aucune escalade technique de cette ampleur n'avait jamais été tentée, plutôt que de suivre le style alpin comme utilisé sur le Half Dome, Harding a utilisé la technique de l'expédition en utilisant des camps approvisionnés reliés par des cordes fixées jusqu'au sol. Ce projet d'escalade, c'était un vrai projet d'ingénierie avec des centaines de mètres de cordes et des chariots avec des roues pour transporter les fournitures pour l'ascension, mais aussi et surtout pour la bouffe. Cette ascension, c'était une orgie gastronomique. Il prenait toutes sortes de nourriture, de vin et de cognac. Pour vous dire, sa mère avait fait cuire une dinde et ils l'ont tirée dans le chariot pour le dîner de Thanksgiving sur la corniche pendant que son équipe grimpait. L'ascension commence donc le 4 juillet 1957. Leur but était d'atteindre la moitié du chemin lors de la première tentative. Mais cette première tentative n'a duré que 3 jours. En fait, après avoir atteint Sickle Ledge grâce à des pendules sauvages, penduler c'est une manœuvre en escalade qui consiste à se balancer latéralement au bout de la corde afin de rejoindre un endroit qui ne peut être atteint autrement. Ils arrivent donc à un gros obstacle, une série de fissures d'une centaine de mètres de long avec de la place pour y insérer seulement des doigts ou des poings. Il n'existait pas de python standard de cette taille à cette époque, mais Harding était venu préparé. Il avait 4 pieds de poil que Frank Tarver avait récupéré dans une décharge de Berkeley. C'est ainsi que cette fissure menant à la moitié du chemin a été baptisée Stoveleg Cracks. Il arrive alors à moins de 30 mètres de la Doll Tower, mais ses pitons spéciaux Stoveleg qui lui avaient permis de remonter la fissure ne tenaient plus. Il n'avait rien qui puisse s'adapter à la fissure et personne ne pouvait l'escalader librement parce qu'elle était trop verticale et technique. Ils n'avaient aucun moyen de progresser, et ils ont dû battre en retraite et essayer de façonner quelque chose qui pourrait tenir dans la fissure, laissant derrière eux des cordes fixes pour sécuriser ce qu'ils avaient réussi. Mais à ce moment de l'ascension, en redescendant, ils furent surpris de voir qu'ils étaient devenus une grande attraction touristique. Ça a amené tellement de monde que le service du parc a ordonné l'arrêt du projet jusqu'en mars de l'année suivante. Les grimpeurs étaient considérés comme une nuisance par le service du parc, quelque part entre les hippies et les ours, comme disait Wayne Merry. Mais malgré leur manque d'enthousiasme pour le projet, le service du parc a levé l'interdiction à la fin de l'été. Malheureusement, lorsqu'il pouvait regrimper, l'équipe perd ses éléments majeurs lorsque Powell est victime d'une fracture de la jambe lors d'une autre excursion d'escalade. Powell abandonne le projet et en plus de ça, Bill a perdu l'envie de grimper la paroi. Bill resta quand même conseiller technique dans ce projet et c'est lui qui construisa le chariot à roues de bicyclette qui peut être hissé jusqu'à la corniche à mi-chemin qui porte aujourd'hui son nom, la Dolt Tower. L'ascension reprit donc au mois de novembre avec Wally Reid et Allen Steck qui ont cédé aux avances d'un Warren plus motivé que jamais. L'équipe de Warren a donc pu retourner pour une deuxième tentative et pousser jusqu'à la fameuse Doll Tower où ils installèrent un camp avant de redescendre pour l'hiver glacial, laissant des cordes fixes attachées à la paroi. Le système de laisser des cordes fixes réduisait leur peur de se retrouver sur une paroi aussi colossale, mais comme elles sont faites de chanvre de Manille et qu'on les laisse se balancer dans le vent pendant des mois, elles représentent un danger en elles-mêmes. Après l'hiver, l'année suivante, en 1958, Warren Harding, fidèle à son endurance légendaire et à sa volonté de trouver encore de nouveaux partenaires, continue, comme il le dira plus tard, avec tous les grimpeurs qualifiés qu'il peut convaincre de participer à cette entreprise peu prometteuse.
Et finalement, en 1958, Wayne Merry, George Whitmore et Rich Calderwood rejoignent l'équipe principale. Tous ensemble, ils atteignent le Bootflake en installant un camp 3 sur la confortable terrasse d'El Cap Tower à presque 500 mètres du sol. Bootflake, c'est une botte qui s'accroche mystérieusement à la paroi sans aucun moyen d'attache visible. Au sommet de cette botte, à la recherche du prochain système de fissure, Harding a découvert le pendule le plus engagé jamais réalisé, désormais connu sous le nom de King Swing. C'est vraiment un balancier impressionnant. Mais face aux embouteillages monstrueux qui se forment dans le parc, Harding, pourtant proche du but, est contraint de se plier aux ordres des Rangers et doit de nouveau mettre son projet entre parenthèses et attendre l'automne pour espérer en finir. À l'automne, la voie est poussée jusqu'au camp 4 à plus de 600 mètres du sol. Les grimpeurs, comme le service du parc, veulent en finir. Le projet devenait de plus en plus éprouvant. Logistiquement, physiquement et mentalement, chaque nouvelle tentative poussait l'équipe dans ses retranchements. Calderwood, lui, avait une mission essentielle, transporter les fournitures et nettoyer la corde derrière eux. Il fallait être sûr de tout faire correctement, ne jamais faire d'erreur, parce qu'une seule erreur pouvait être fatale. À l'époque, il n'existait pas de rebord portable comme aujourd'hui. Soit ils passaient la nuit suspendus à leur corde, soit ils trouvaient un petit rebord sur lequel s'allonger ou simplement s'asseoir, les jambes dans le vide. En cas de problème, il n'y avait personne pour les aider, ils étaient seuls face à la paroi. Pendant cet automne 1958, Harding changea de stratégie. Il appelait ça des attaques d'attrition. Chaque week-end, l'équipe grimpait un peu plus haut, plaçait de nouvelles cordes fixes et redescendait. L'objectif, gagner du terrain petit à petit jusqu'à préparer une ultime tentative vers le sommet. Ils ont pu faire des progrès plus rapidement, mais c'était pas assez pour l'équipe. Ça leur prenait vraiment un temps fou. En semaine, ils bossaient jusqu'à vendredi, ensuite ils montaient là-haut, le samedi matin ils grimpaient, ils gagnaient quelques mètres, et le dimanche soir, ils redescendaient pour retourner bosser. Au final, les semaines passent, mais les résultats stagnent. Trop d'efforts pour trop peu de progrès. Un dimanche soir, Warren Harding redescend encore une fois, épuisé, frustré. Il lâche son matériel, regarde son équipe et balance. J'en ai marre de monter et descendre ces foutues cordes, montons là-haut et restons-y jusqu'à qu'on en finisse ou qu'elle nous achève. L'hiver approchait, c'était maintenant ou jamais. Le 1er novembre 1958, l'équipe atteignit son point culminant et lança sa dernière lutte dans cette ascension. The Great Roof, ou le Grand Toit, bien qu'apparaissant depuis le sol comme un point crucial de l'itinéraire, est facilement franchi et il progresse régulièrement jusqu'au camp 6 au-dessus de Glovering Spot. Mais à ce moment-là, Calderwood abandonne soudainement. Il était marié et attendait un bébé. Plus il avançait, plus ça lui paraissait égoïste. Pendant des jours, Calderwood lutte avec cette pensée, il ne veut pas rester, mais il ne veut pas abandonner non plus. Mais un matin, il prend sa décision, il rentre chez lui. Harding, Whitmore et Merry, eux, continuent. Whitmore dut endosser le rôle de déplacer les charges de Calderwood pendant que Harding et Merry continuaient à avancer sur la paroi vers les spectaculaires dièdres supérieurs. Alors qu'ils approchent le sommet, un orage éclate le 10 novembre, un rappel brutal que l'hiver est là. Ils atteignirent une petite corniche située à 50 mètres sous le sommet. Au-dessus d'eux se dressait une paroi blanche et surplombante. À 18 heures le lendemain, Whitmore remonte par les cordes fixées qui couvrent maintenant 850 mètres de la paroi et livre une dernière réserve de boulons à Harding. Ce qui suivit fut décrit par Steve Roper comme l'épisode le plus célèbre de l'illustre histoire de l'escalade de Yosemite. Le mardi 11 novembre, des cris leur parviennent depuis le haut. Leurs amis, montés par le sentier, les attendent au sommet. Toute la nuit, comme possédés, pendant 14 heures, du crépuscule à l'aube, Harding a enduré la douleur inimaginable de forer à la main 28 boulons d'affilée à la lampe frontale. À 6 heures du matin, il se tenait au sommet, épuisé mais triomphant, salué par les hordes d'amis et de journalistes. L'ascension d'El Capitan avait nécessité au total 45 jours d'escalade sur 18 mois avec 125 boulons, y compris d'énormes mouvements de pendule dans la face, le transport de sacs et des descentes en rappel. Harding était le chef depuis le début et lorsque des problèmes sont apparus et que des partenaires ont abandonné, c'est sa détermination qui a permis de maintenir le projet en vie. Des 8 grimpeurs qui ont contribué à l'ascension, seul Harding a été impliqué pendant toute la durée de l'ascension. Ce triomphe a secoué le monde de l'escalade et a changé à jamais l'escalade sur les grandes voies. L'expression escalade impossible ne sera plus jamais utilisée aussi facilement.
Harding a plus tard écrit le livre Downward Bound, A Mad Guide to Rock Climbing. Ce livre contient une description de l'ascension du Nose, ainsi que des instructions sur les bases de l'escalade, des évaluations de grimpeurs éminents de l'époque et un compte-rendu humoristique des controverses sur l'escalade et des styles de vie des années 1960 et 1970. En effet, tous les grimpeurs n'approuvaient pas les techniques de Harding. Ils perçaient des trous pour des boulons d'expansion sur des tranchants vierges, une pratique controversée parce qu'elle endommage la roche. Mais malgré ses polémiques pour son style d'escalade, cette ascension a été un point majeur dans la carrière de Warren Harding. Mais tout ça, c'est que le début de l'histoire de cette grande voie. Après Warren Harding, l'ascension de The Nose avait été tentée par de nombreux grimpeurs, permettant de découvrir de nouveaux passages, comme le Jardine Traverse par Ray Chardin, qui permet d'éviter le King Swing, mais l'ascension en libre, donc sans aide artificielle d'équipement, restait insaisissable pour tous ceux qui l'avaient tenté. Mais Lynn Hill, elle ne pensait pas comme les autres. Lynn Hill, c'est une grimpeuse extraordinaire qui mérite vraiment une vidéo entière sur elle au vu de son palmarès. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser pour les prochaines vidéos. The Nose, c'est une voie mythique, mais en libre, elle devient un véritable défi d'élite. Deux passages se démarquent comme les plus difficiles. The Great Roof côté 8A+, et Changing Corners côté 8B+. Ce Great Roof, avec son immense dévers en forme d'arc, demande une gestuelle ultra technique et une précision absolue sur des arquets inversés minuscules. Quant à Changing Corners, c'est un gèdre infâme où l'équilibre et la friction sont primordiaux. Lynn Hill elle-même a décrit ce passage comme l'un des plus complexes qu'elle ait jamais grimpé. Lynn Hill découvre Yosemite à 13 ans en 1974 lors d'un voyage en famille. 5 ans plus tard, elle grimpe The Nose pour la première fois en artificiel. Mais son ambition va bien au-delà des pitons et des étriers. En 1989, elle tente une première ascension en libre avec Simon Nadine. Elle trouve une possible solution à Changing Corners, mais un vieux piton bloque une prise clé. Sans marteau, impossible de le retirer, l'ascension en libre s'arrête là. En 1993, elle s'attaque sérieusement à l'itinéraire. Cette fois, elle enlève le piton qu'il avait bloqué en 1989 avec son partenaire Brooks Sindal. Elle analyse chaque passage, perfectionne sa stratégie et en septembre, elle se lance dans son ascension finale. The Great Roof tombe du premier coup, mais le véritable combat, c'est Changing Corners, un dièdre infâme où l'équilibre et la friction sont primordiaux. Lynn Hill s'engage, elle se déplace avec une précision extrême, opposant ses pieds et ses mains dans un enchaînement complexe, et elle réussit. Après 4 jours d'efforts, elle atteint le sommet. L'exploit est immense. Elle est la première personne, hommes et femmes confondus, à libérer The Nose. Pour elle, l'objectif n'était pas seulement sportif, il s'agissait de redéfinir ce qui était considéré comme possible pour les femmes. Son ascension était une démonstration d'autonomie et de puissance, un message d'inspiration. Après son ascension, elle propose une cotation initiale en 8A pour la voie complète, mais précise que Changing Corners est probablement autour du 8A, 8A+. Cependant, comme toutes les premières ascensions de cette envergure, une cotation précise est difficile à établir avant plusieurs répétitions. Avec le temps et après d'autres essais, la difficulté de cette longueur est réévaluée et s'établit entre 8B et 8C, confirmant ainsi l'ampleur de son exploit. Mais Lynn Hill ne s'arrête pas là. Peu après son exploit, une équipe de tournage française la contacte pour un documentaire. Plutôt que de simplement raconter l'histoire, elle choisit de relever un nouveau défi, libérer The Nose en une seule journée. Le 6 septembre 1994, elle s'élance avec Steve Sutton, mais en arrivant à The Great Roof à midi, la chaleur l'épuise. Elle manque de magnésie, d'eau et n'arrive pas à enchaîner. Après 5 heures d'efforts inutiles, elle abandonne l'ascension en libre. Elle sait qu'elle doit changer d'approche. Le 19 septembre, elle repart. Cette fois, elle grimpe la nuit, à la lumière de la lune. Tout est plus fluide, plus économe. À 10h25, elle se tient au relais de The Great Roof, soulagée, mais le combat n'est pas terminé. Après une pause de 4h30 sur la corniche du camp 6, elle arrive sous Changing Corners à 17h30. Mais elle s'y attaque trop tôt, la roche ne s'était pas totalement refroidie. Malheureusement, elle réalise sa première chute de la journée, puis sa deuxième et sa troisième. Craignant que son ascension libre ne soit à nouveau contrecarrée, elle a alors fait un effort de conscience pour donner tout son cœur et son engagement dans la quatrième tentative. Et elle a réussi. Mais il reste 4 longueurs avant le sommet. La fin de l'ascension a été particulièrement épuisante, mais elle a trouvé l'énergie nécessaire pour franchir les derniers obstacles. Et finalement, après 23 heures de grimpe, Lynn Hill a atteint le sommet. Ce n'était pas simplement une victoire physique,
C'était une affirmation personnelle, un message de dépassement des limites imposées par d'autres. Lynn Hill a marqué l'histoire en inspirant une génération entière de grimpeuses, prouvant que les femmes pouvaient rivaliser avec les hommes sur les voies les plus difficiles. À une époque où les femmes étaient largement sous-estimées dans le milieu de l'escalade, Lynn Hill a défié les stéréotypes et redéfini ce qui était possible. Cette ascension n'était pas juste une performance, mais un acte de libération et d'affirmation de soi. Depuis l'ascension originale de l'équipe de Warren Harding, la vitesse et l'efficacité de la voie ont beaucoup évolué. En fait, l'ascension rapide de The Nose est devenue une discipline à part entière. Hans Floryn s'est particulièrement distingué dans ce domaine puisqu'il a gravi The Nose plus d'une centaine de fois et a battu le record de vitesse à 8 reprises. Lorsque les grimpeurs escaladent The Nose en vitesse, ils utilisent un style tout est permis, mélangeant des techniques d'escalade libre et d'escalade assistée, en gros, tout ce qui peut leur permettre de grimper sur le mur le plus vite possible. Le premier record vitesse tout permis a été établi en 1975 avec Jim Bridwell, John Long et Billy Westbay en escaladant le mur en 16 heures. Cette première ascension en une journée a déclenché des années de compétition, de rivalité et d'efforts incessants pour gravir la voie à une vitesse stupéfiante. Le record actuel est détenu par les deux légendes Alex Honnold et Tommy Caldwell qui ont gravi la voie en un temps remarquable de 1 h 58 en 2018. Ce duo est indétrônable. Pour vous dire, c'est eux qui ont les 3 meilleurs temps dans la longue liste des records de vitesse sur The Nose. Et il est important de noter que Tommy Caldwell fut la deuxième personne accompagnée de Beth Robben à réitérer l'exploit de Lynn In 10 ans plus tard en grimpant en libre. Aujourd'hui, The Nose continue d'attirer les grimpeurs du monde entier, que ce soit pour battre des records ou pour vivre l'expérience unique de cette ascension mythique. Bien que la voie reste un rêve pour de nombreux grimpeurs, elle reste extrêmement exigeante et seule une préparation rigoureuse peut permettre de la réussir. Pour les grimpeurs expérimentés, c'est un défi de niveau mondial, surtout lorsqu'on tente de la réaliser en libre ou même en une journée, ce qui ajoute un aspect encore plus spectaculaire. Cependant, The Nose ne se limite pas aux performances de haut niveau, elle attire également des grimpeurs amateurs désireux de vivre l'aventure, même si cela nécessite un excellent niveau technique et physique. La voie se fait souvent en plusieurs jours et certains grimpeurs préfèrent réaliser en artificiel, mais il ne faut pas oublier que l'escalade sur El Capitan comporte des risques, des chutes de pierres, des erreurs humaines et la fatigue extrême sont des dangers omniprésents. De plus, avec la surfréquentation du site et les difficultés d'obtenir un permis, l'ascension de The Nose n'est pas à prendre à la légère. Mais malgré ces défis, la voie reste une expérience inoubliable pour ceux qui s'y aventurent et il existe des conseils et des astuces qui peuvent améliorer l'expérience et augmenter les chances de réussite. En conclusion, The Nose, c'est pas simplement une grande voie d'escalade, c'est un véritable symbole de l'évolution de l'escalade elle-même, de la première ascension en 1958 marquant un tournant dans l'histoire de l'escalade moderne, à l'ascension historique de Lynn Hill qui a redéfini les limites de ce qui était possible, et jusqu'au record de vitesse actuel, chaque étape de cette voie incarne un défi toujours plus grand. Ce qui était autrefois considéré comme impensable est désormais à la portée des grimpeurs les plus aguerris, tout en restant un rêve pour de nombreux passionnés. Et au-delà des records, The Nose reste un terrain d'expression pour l'esprit aventureux et le dépassement de soi. Alors que les générations de grimpeurs continuent d'écrire l'histoire, sur cette paroi mythique, il est clair que The Nose restera un défi éternel, attirant toujours de nouveaux rêveurs à ses pieds. Voilà, si t'en es là, c'est que t'as vraiment aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner. En tout cas, je te souhaite un jour d'escalader une grande voie comme ça. Allez, bonne grimpe à toi.